Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Fiebdo. Nous y sommes encore cette semaine et c'est pour parler de l'actualité. Nous parlons du 20 janvier, fête de l'armée. L'armée malienne a aujourd'hui 62 ans. Nous en parlons sur ce plateau. 14 janvier dernier, c'était la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Nous faisons un retour sur cette journée et pour terminer, si nous avons le temps, bien sûr, on parle de la société civile à Gao contre la gendarmerie nationale et pourquoi ces organisations se lèvent aujourd'hui contre la gendarmerie. C'est par rapport à certains agissements et nous avons le chargé de la communication, de la force G. Force G, c'est une société civile basée à Gao. Il est sur ce plateau avec nous, Monsieur Anas Maïga. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de Force G. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'invitation. Merci. Alors, Monsieur Massiré Diop, je rappelle qu'il est journaliste. Monsieur Massiré, merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Très bien. Alors, le dernier invité, il s'agit de Monsieur Alassane Koné, qui est enseignant et journaliste. Monsieur Koné, merci d'accepter notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs. Dites-nous, quel est votre état d'esprit actuellement où l'armée malienne a 62 ans? On ne peut que les soutenir. L'état d'esprit, c'est de les soutenir et de leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour la nation, pour le Mali. Très bien. Monsieur Massiré Diop, aujourd'hui, l'armée malienne a 62 ans. Est-ce que nous pouvons applaudir cette armée ou, même si nous applaudissons, il y a encore des défis à relever? Bonsoir. Bon, vous savez, naturellement, il y a encore des défis à relever. On ne peut que les applaudir, applaudir pour tous les sacrifices consentis, parfois même le sacrifice ultime. Mais on ne peut que les applaudir. On ne peut que les applaudir et les rendre hommage. Ça, quand même, c'est jusqu'à l'éternité. On ne sera jamais tant reconnaissant, tellement qu'ils ont fait et tellement qu'ils continuent de faire. Seulement, ces célébrations devraient être aussi des occasions de faire des bilans pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce que les défis aujourd'hui sont nombreux. La nature même sécuritaire a changé de forme. De paradigme. Exactement. Donc tout ça, ça mérite un peu qu'on puisse mettre la balle à terre et que chacun puisse réfléchir pour voir les perspectives qu'il faut. Est-ce qu'il faut maintenir la même dynamique? Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut s'adapter au contexte? Tout ça, ce sont vraiment des occasions pour un peu faire l'étude de tous ces paramètres. Très bien. Alors, Monsieur Anas, aujourd'hui, l'armée a 62 ans. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de cette armée qui fête 62 ans aujourd'hui? Non, moi je rejoins l'aîné, en fait. C'est vraiment témoigner toute notre reconnaissance à notre armée qui, malgré les énormes défis, les sacrifices qu'elle consentit tous les jours, continue, ne lâche pas. Et c'est vraiment l'occasion de témoigner toute notre reconnaissance à notre armée et derrière qui nous sommes, nous serons jusqu'à la fin. Très bien. Alors, il fut un temps, l'expression qui gangrène, c'est, en fait, pas gangrène, mais l'expression qui était beaucoup plus populaire, c'était l'armée monte en puissance. Alors, Monsieur Massiré, depuis un certain temps, avec la transition, est-ce que l'armée, cette montée en puissance qui est devenue une expression populaire au Mali, est-ce qu'on peut le justifier, on peut justifier cette expression? Bon, vous savez, dans la vie, rien n'est acquis. Il faut toujours continuer à travailler et travailler sans relâche. Monter en puissance, c'est par rapport à une situation. Et par rapport à cette situation, on peut parler aujourd'hui de monter en puissance. Monter en puissance dans le sens où, aujourd'hui, l'armée bouge beaucoup plus. On les entend beaucoup plus aller de l'avant, prendre les initiatives. On entend plus parler de leur mouvement maintenant. Donc, quelque part, vraiment, c'est rassurant. C'est rassurant. Voilà, quelque part, c'est rassurant. Très bien. Ok, Monsieur Koné, aujourd'hui, cette expression, c'est devenu un slogan même par endroit. Est-ce que pour vous, l'armée monte vraiment en puissance? Merci bien, Fabrice, pour cette question. Merci à tous les téléspectateurs. Merci aux invités. Aujourd'hui, 20 janvier, je vais dire, c'est
une occasion pour nous de rendre hommage à cette armée. L'année, ils ont dit, nous sommes reconnaissants en fait. L'expression monter en puissance, ça fait un bon bout de temps qu'on l'entend. Cela fait suite à une situation dégradante. Donc si on essaie d'analyser un peu le contexte, on se rend compte que la situation était tellement dégradée qu'on se posait la question, nous, population, nous, journalistes, est-ce que l'armée existait vraiment? C'est ce qu'on se posait la question. C'est d'où l'expression monter en puissance. Pourquoi on ne peut pas dire une armée, une puissante armée et tout? Donc c'est venu petit à petit, si on essaie de contextualiser. Et si on essaie d'aller sur le terrain de Massina, d'où je suis venu il n'y a même pas 2 semaines de ça, au centre même du pays, on se rend compte à quel point on remarque la présence même de l'armée. Il y a de cela quelques années, cette armée n'était pas trop présente. Il y avait de l'insécurité, il y avait une insécurité grandissante. On n'osait même pas y aller, en fait. Mais là, réellement, on se rend compte que l'armée est en train de monter en puissance. Là, souvent même, je dis plus, on monte en puissance, on doit même essayer de s'imposer. Nous devons nous dire, nous sommes une armée puissante. Maintenant, nous devons essayer de contrôler même l'espace, le Mali. Très bien. Alors, contrôler l'espace, nous savons qu'hier, il y a eu acquisition de nouveaux matériels, de nouveaux équipements militaires avec la Russie. Aujourd'hui, est-ce que l'armée est indépendante? Bon, vous savez, il faut voir le type de menaces auxquelles nous sommes confrontés pour pouvoir vraiment faire un peu de, je vais dire, un peu de comparaison. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a eu des acquisitions qui ont été faites et c'est très important. Mais aujourd'hui, la menace a pris une nouvelle forme. On n'est plus dans le cadre d'une guerre classique, d'une guerre, comme on le dit, conventionnelle. Actuellement, on est en face d'une situation que les gens décrivent comme asymétrique. L'ennemi n'a pas de visage, il est invisible, il est présent partout. Et pour cela, moi je pense qu'il faut s'adapter aujourd'hui. Parce que c'est sûr et certain que vous n'allez plus les voir en colonne organisée comme en 2012, où ils venaient s'emparer de village en village, ainsi de suite. Mais c'est une menace aujourd'hui difficile à cerner. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est bien présente, malgré la présence des militaires et tout, mais vous avez cette menace qui est là, et pour autant la population n'ose pas vaquer à certaines occupations, n'ose pas, comment dirais-je, s'habiller d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est la psychologie même, c'est une guerre des nerfs. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à combattre qu'une, comment dirais-je, qu'une guerre classique, où vous avez un ennemi en face, et vous avez le drapeau, vous savez très bien à qui vous avez affaire et à qui vous n'avez pas affaire. Donc aujourd'hui, il faut peut-être, c'est bien de faire ces acquisitions, mais ces acquisitions, c'est beaucoup plus pour voir un peu l'image de l'armée à l'extérieur. Mais à l'intérieur, si on veut aujourd'hui voir qu'il y a des efforts qui sont faits, il faut qu'il y ait un service après-vente. Qu'est-ce que j'appelle service après-vente? Vous êtes en marketing, hein? Pourquoi pas? Mais ça existe et c'est réel. Qu'est-ce que moi j'appelle service après-vente? C'est-à-dire lorsque l'armée est dans une zone, qu'elle nettoie la zone, qu'elle sécurise la zone, vous êtes sûr et certain que c'est difficile de rester. Il y a les mouvements de relève, parfois il y a le désir d'aller dans d'autres territoires. Donc ce vide-là, il ne faut pas que ça reste comme tel. Il faut tout de suite l'occuper. Et c'est pour cela que l'administration devrait, puisqu'on parle de monter en puissance, l'administration qui déploie aussi les services sociaux de base devrait également accompagner cette montée en puissance pour que les efforts ne soient pas vains. Très bien. Alors, l'indépendance de l'armée, nous savons que depuis un certain temps, les traditionnels partenaires sont chassés et que nous avons d'autres alliés maintenant qui fournissent des équipements militaires. Est-ce que notre armée est vraiment indépendante? Bon, en fait, l'état même du pays et le contexte font que nous aurons toujours besoin d'appui, que ce soit appui matériel, appui humain et appui financier. Et nos moyens internes ne nous permettent pas de faire face à la situation et aux défis
Donc, c'est l'armée et ses acquisitions et d'autres auparavant sont à saluer. Mais jusqu'à présent, il faut continuer à accentuer les efforts et à fournir plus d'efforts pour équiper l'armée, non seulement, mais pour recruter aussi, parce que le territoire est vaste. On ne peut pas occuper tout l'espace, mais il faut toujours... Bon, c'est pourquoi je salue l'acquisition de ces avions. Les hommes ne peuvent pas aller partout, mais les avions peuvent aller là où les hommes ne peuvent pas. Donc, bon, sur la question de l'indépendance, je l'ai dit au fait, c'est vraiment difficile pour des États comme nous aujourd'hui d'avoir des armées indépendantes sur tous les plans. Très bien. Alors, l'acquisition de ces matériels de guerre, est-ce que c'est vraiment important de le médiatiser? Est-ce que ça ne fausse pas le calcul au niveau des renseignements par rapport à l'ennemi? L'acquisition de ces matériels de guerre, c'est vraiment important en un premier temps. Sur le plan de la communication, est-ce que ça ne fausse pas un peu les données? Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger ce côté communicationnel. Parce que la guerre aussi, c'est de la communication. La guerre, ça se gagne sur le plan communicationnel également. Donc, le fait de médiatiser, on voit qu'on a parlé d'une vingtaine, mais on a vu que quelques avions. Ils n'ont exhibé que quelques avions. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. On n'a pas tout exhibé. Ils ont profité de l'occasion, ils ont juste présenté ces avions au public. Ils n'ont pas trop fait de médiatisation là-dessus. Et même aujourd'hui, on se... Mais est-ce que l'ennemi n'est pas informé à travers la médiatisation? Est-ce que l'ennemi n'est pas informé que voilà, hein, ils ont encore acquis d'autres matériels, en fait, de nouveaux matériels, et ça ne change pas de stratégie aussi de l'autre camp, du camp de l'ennemi? Je pense que l'armée doit être prête pour ces stratégies-là, en fait. Parce que l'ennemi l'a dit, l'ennemi change de position, en fait. Nous ne sommes pas dans cette guerre où on a l'ennemi en face, et cette guerre ordinaire où l'ennemi est en face et l'ennemi tape à chaque moment. Non, nous sommes dans une guerre asymétrique. Et c'est ce que nos forces armées de défense doivent comprendre, en fait. Nous devons nous habituer. Et ils l'ont compris. Ils l'ont dit, le ministre de la Défense l'a dit, il dit que ces avions sont adaptés en temps réel. Et sur le plan médiatique, non, mais ça doit dissuader en fait l'ennemi de ne pas s'en prendre aux forces armées. Et c'est ce qu'on voit en général. L'ennemi, à chaque fois, il fuit l'armée. Il ne veut pas faire un corps à corps avec l'armée. Et c'est pour ça qu'ils font des actes de débandade et tout. Mais normalement, ça doit être médiatisé. Et si ce n'est pas médiatisé, comment est-ce que la population civile saura que l'armée monte réellement en puissance? On peut le voir, à savoir les résultats. Mais non, l'opinion publique s'attend à ce qu'on donne des explications. On dit que ces budgets sont alloués à la défense et tout. Mais où sont partis l'argent? Mais là, si c'est médiatisé, on se rend compte que là, l'armée a fait de nouvelles acquisitions. L'armée est en train de s'imposer et sur tous les plans. Et ces matériaux-là de guerre, ils sont bénéfiques. Ils sont bénéfiques pour le Mali, non seulement pour dissuader les ennemis de l'extérieur, mais dissuader les ennemis de l'intérieur. Parce qu'il y a des zones où c'est difficile. Il y a des avions de transport de troupes et tout, où l'accès est difficile à l'armée. On se rappelle, il y a des attaques, quand ces attaques étaient coordonnées et faites par les groupes terroristes, l'armée peinait à y aller. Souvent, on a l'alerte, l'armée peinait même à y pénétrer dans ces zones-là parce que l'accès était très difficile. Mais avec ces avions-là, l'armée peut facilement et très rapidement répliquer. Ok. Alors, médiatisation, est-ce que ça ne fausse pas les données au niveau de... Est-ce que ça ne rend pas défaillant le service de renseignement? Bon, vous savez, c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant et c'est très imprévisible. Pour revenir un peu à cette histoire de guerre asymétrique, vous savez, l'Amérique, les États-Unis, plus d'autres forces ont fait 20 ans en Afghanistan. Et pourtant, c'est les mêmes maîtres qu'ils ont chassés qui sont revenus aujourd'hui. En Irak, ils ont fait pareil. Et ce sont les mêmes maîtres qui sont pourtant revenus. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça montre aujourd'hui que la menace a changé de forme. Que les acquisitions, c'est très important. C'est important. Vraiment, ça, il faut le dire. Mais, vous savez, souvent, la communication, ça gâche en fait tout.
Vous vous souvenez déjà, on a un dossier par rapport aux équipements qui n'est pas encore écoulé comme il faut. Exactement. Et certaines personnes sont toujours en prison, privées de leur liberté à cause de ça. Donc, exactement. souvent, c'est très dangereux. Et c'est à long terme que ça peut rattraper quelqu'un. Et que Dieu nous en préserve, ça peut conduire. C'est une équation à plusieurs inconnues. Ok. Donc aujourd'hui, la médiatisation, moi je pense qu'on devrait quand même faire un peu plus attention, être mesuré. Parce que en face, il y a l'ennemi. Il s'adapte à toutes vos méthodes. Et certainement, l'ennemi ne vous attaque pas de face. Mais par contre, peut vous affaiblir à travers ceux dont vous êtes chargé de sécuriser, c'est-à-dire la population et les villages, les civils, en s'attaquant aux civils, en donnant des ultimatums à des villages de déguerpir, en faisant des blocus un peu partout sur certains. Tout ça, ça peut affaiblir d'une certaine manière le combat que vous êtes en train de mener, qui n'est autre que la défense et la sécurisation de l'intégrité territoriale et également des populations et de leurs biens. D'accord. Donc c'est pour vous dire que la menace aujourd'hui a changé de forme. Il faut avoir une forme pour s'adapter à cette nouvelle menace que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Vous voulez rebondir sur ça? Je vais rebondir sur ce que l'aîné a dit par rapport aux États-Unis qui étaient présents en Afghanistan. Mais là c'est le contexte, ça peut être même la même cause, mais le contexte est un peu différent en fait. Si on prend les États-Unis en Afghanistan, c'est que les États-Unis, les forces armées américaines ont quitté leur territoire et ils sont sur un autre territoire. Contrôler un autre territoire, c'est une guerre qui n'est pas facile en fait. Et nous, dans notre cas, il se trouve que nous-mêmes, l'armée même, souvent, est aidée et appuyée par la population qui est ici. Donc c'est un peu... Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Et puis, comparé ici, c'est des choses-là, je pense qu'il faut faire attention. Je pense, vous dites qu'il faut faire attention, eux aussi disent qu'il faut faire attention. En fait, ok, allez-y. Le contexte est un peu semblable au fait. Et les États-Unis sont partis appuyer un État qu'ils ont installé avec une armée au fait. Exactement. Comme la France est venue en 2012 en réalité. Donc c'est un peu un contexte pareil. Vous pensez que c'est le même contexte? Donc c'est le contexte, les territoires diffèrent peut-être de façon, sur le plan géographique, oui, mais les contextes, il a la parole, mais les contextes sont les mêmes. Les États-Unis, quand ils intervenaient, ils ont installé un régime démocratique avec un président et une armée qu'ils ont soutenue. Ils ont formé une armée pendant 20 ans. Et dès qu'ils sont partis, l'armée qu'ils ont formée et l'État qu'ils ont installé ont tous été chassés par les talibans. Donc c'est un peu pareil au fait. Oui, non, mais c'est d'un point de vue extérieur, vous pouvez dire, selon les données des Américains, que l'État qui était là-bas était légitime. Non, je n'ai pas parlé de légitimité d'État au fait. Mais je n'ai pas dit que l'État... S'il vous plaît. Nous, dans notre cas, c'est complètement différent. Nous avons une armée ici qui est appuyée par la population. Et là, ce n'était pas le cas. Là, c'est un État qui va s'imposer sur un autre État. Et c'est clair, c'est cela, non? C'est un État, les États-Unis, ils sont allés sur un autre État et ils ont dit, ils se sont imposés là-bas. Donc le combat aussi, même c'est du point de vue extérieur, c'est pas bien vu par la population. Ils vont dire, et ils sont là pour nous aider, pour nous détruire. Mais pourquoi ils vont s'interférer entre nous? Mais là, le contexte n'est pas pareil. Ici, la population coopère. Coopère dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Très bien. Merci. Alors, nous ne pouvons pas... Ou bien vous voulez parler de... Oui, moi, je dis tout simplement qu'il faut relativiser. Vous ne pouvez pas dire que les situations sont diamétralement opposées. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de vases communicants. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe là-bas, quel que soit l'éloignement, d'une certaine manière, il y a des similitudes. Ça, on ne peut pas le nier. Lorsque les Américains sont venus, ils ne sont pas venus de leur propre chef. Il y avait des Afghans qui ont demandé leur venue pour être libérés du joug de ces talibans.
Ça aussi, il ne faut pas les négliger. Ce sont des Afghans ou bien ce sont des extraterrestres. Quand même, ce sont des Afghans. Et durant tout ce temps que l'Amérique était là-bas, mais c'était un gouvernement démocratique et il y avait des élections, il y avait beaucoup de choses, il y avait vraiment les fondements d'un État démocratique à l'occidental. Mais ça s'est écroulé parce que tout simplement, ils n'ont pas su, à vrai dire, mettre les valeurs, c'est-à-dire les réalités même du terrain, ils n'ont pas su les mettre en avant. Okay. Et malheureusement, c'est une erreur qui nous arrive très souvent. L'autre qui vient nous aider, on pense qu'il a la capacité de tout faire. À un moment donné, pour Barkhane, c'était pareil. Barkhane, les forces françaises étaient là. Elles ne sont pas venues d'elles-mêmes. Elles ont été appelées pour venir aider. Et après, on a trouvé l'aide sans effet, encombrante. Tout ça, parce que tout simplement, à un moment donné, on lui avait laissé faire tout. Alors que quand tu viens dans un État, c'est pour appuyer les dynamiques locales qui existent. Tu ne viens pas en envahisseur comme ce qu'on assiste aujourd'hui dans certains coins de cette planète. Okay. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci. Nous ne pouvons pas parler du 20 janvier sans parler du premier chef d'état-major, le général Abdoulaye Soumaré. Alors, je vous propose de suivre cet élément, Abdoulaye Soumaré, son portrait. Mais revenons un peu sur le cas de cet homme, sûrement que vous le connaissez, c'est le premier chef d'État, major Abdoulaye Soumaré. Nous avons même un monument érigé en son nom ici à Bamako. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'homme? Est-ce que vous l'avez vraiment... Vous connaissez un peu son histoire? Je connais qu'il était un homme exemplaire, et surtout sur le plan militaire. Il était vraiment intègre. Mais là, je ne pourrais pas trop entrer dans ce qu'il a fait, comme acquis et tout. Peut-être que l'aîné est là, il pourra bien entrer dans le sujet. Très bien. Alors, Massiré non, je suis comme il se dit. Je suis comme lui. Le général Abdoulaye Soumaré. On a entendu. On a juste connu comme ça. Souvent dans les classes, on parle de lui. L'autre, on sait quand même que c'est un général de l'armée. Et on sait que les fondements aujourd'hui de l'armée, on lui doit en grande partie ses fondements. C'est ça. Donc, c'était un homme, comme il l'a dit, vraiment au service de sa patrie. Et vraiment, il a beaucoup fait pour qu'aujourd'hui, que nous ayons aujourd'hui cette armée. Très bien. Alors, il a vraiment lutté pour que l'armée soit totalement indépendante, pendant que il y avait Amadou Fall qui était nommé au même poste que lui. Il a vraiment, lui, le général Abdoulaye Soumaré, il était vraiment pour que l'indépendance de l'armée soit une chose réelle. Alors, vous voulez... En fait, je voulais dire que c'est lui le premier, c'était lui le premier à être confronté à une situation de soulèvement qu'on appelle aujourd'hui rébellion. Et la première rébellion de 62, si je ne m'abuse. 63, exactement. Donc, il a réussi à mater la rébellion à l'époque. Et bon, et malheureusement, il faut aussi parler de sa fin malheureuse aussi, qui a été vraiment regrettable aussi. Donc, oui, détaille-nous un peu. Bon, ça, je crois que je l'ai lu dans un livre qui lui avait été dédié, je pense, ou qui parlait aussi des victimes du régime Moussa Traoré aussi, et des prisonniers qu'on envoyait dans les geôles de Taoudeni, Kidal, donc... et qu'on les affligeait des traitements inhumains. Et c'est dans ces conditions-là qu'il a trouvé la mort. En 1964. Okay. Exactement. Merci. Alors, nous passons à un autre sujet. Il s'agit bien de la souveraineté retrouvée. Est-ce que nous avons vraiment perdu la souveraineté? La question est à vous. À moi. Puisqu'on parle de souveraineté retrouvée, est-ce que ça, on l'avait perdu?
Bon, c'est cette grande question que la majeure partie se sont posées. Nous, en tant que journalistes, on a eu à avoir beaucoup de réactions par rapport à cela. On dit journée de souveraineté retrouvée. On se disait, beaucoup se posaient la question, est-ce que cette souveraineté était-elle perdue? Donc, c'est ce qui nous a ramené à réfléchir et on a même fait des thématiques là-dessus, en fait. Mais parler de souveraineté retrouvée, je pense qu'il faut contextualiser. Voilà. C'est comme si on prend le premier président, il a déclaré l'indépendance du Mali, le Mali est indépendant et souverain. Donc, on est d'accord du 22 septembre 1960, le Mali, c'est un État souverain et indépendant. On est d'accord. Maintenant, jusqu'au 14 janvier, où tout récemment, le Premier ministre a fait un discours. Je pense que c'est cette date commémorative qui a été instaurée comme journée de souveraineté retrouvée. Beaucoup de Maliens se sont sentis fiers parce qu'il a dit tout haut, c'est que la majeure partie des Maliens pensent tout bas. Donc c'est pour ça que cela fait suite à une situation qui a été dégradée de jour en jour, où le Mali réellement ne pouvait pas prendre de décision sans pour autant consulter d'autres pays. Et c'est de là que c'est venu. On a parlé il y avait des pays partenaires, il y a eu des ruptures avec ces pays-là. Et il y a eu, le torchon s'est brûlé en fait. Et il y a eu de conflits entre ces pays-là. Et les Maliens se sont reconnus dans cela. Donc, ils ont essayé de profiter de cette situation pour commémorer cette date et qu'ils ont décidé que ça soit historique. Et c'est pour ça qu'on est dans cette histoire de souveraineté retrouvée. La grande question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette souveraineté était perdue? Vu les explications, on pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas un moyen pour faire comprendre à la population que maintenant, ce n'est plus le Mali comme avant. Maintenant, ce n'est plus le Mali comme avant, c'est le Mali qui doit décider de son sort et c'est au peuple qui doit décider de son sort. Moi, je l'interprète en cette façon-là et je peux le dire que maintenant, ça peut être un moyen, une journée commémorative afin de célébrer les acquis de l'indépendance et tout. Très bien. Et cette journée n'est pas... Est-ce qu'on peut prêter... ça peut prêter confusion. 14 janvier, 22 septembre. Est-ce que ces deux dates ne vont pas dans le même sillage? Est-ce que la souveraineté retrouvée veut dire départ de la France, sortie du G5 Sahel, coopération avec la Russie? Bon, moi je pense qu'il faut, comme le frère l'a dit, il faut contextualiser. Et lui, il parle plutôt du discours qui avait été tenu lors de, je ne sais pas quelle 20e session de l'Assemblée générale, au mois de septembre 2022. Il ne s'agit pas de ça. Le 14, c'était surtout sortir pour manifester contre les sanctions. La grande mobilisation des sanctions de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, si on devrait peut-être commémorer une journée comme telle, c'est à l'endroit peut-être de la CEDEAO qui a décrété ces sanctions contre le Mali. Mais aujourd'hui, vous savez, pour moi en tout cas, la souveraineté, c'est trois choses. Ok. Le territoire, la population, l'économie. Aujourd'hui, le territoire, est-ce que tout le territoire est sous contrôle aujourd'hui de l'État? Non. La population, est-ce que la population est réellement en sécurité pour rester vraiment de façon volontaire et libre sur son terroir? Avec le nombre de déplacés aujourd'hui, c'est difficile de répondre par lui. L'économie. Est-ce que nous avons notre propre monnaie? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne dépendons plus de l'aide extérieure? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment en mesure de transformer nous-mêmes ce que nous produisons? Exactement. Donc, mais en même temps aussi, je me dis que ces journées, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que si on
Pourquoi? Parce qu'il faut positiver souvent les événements pareils. Parce que pour moi, ça doit être une occasion de faire un bilan. Un bilan de ce que nous avons fait et de ce qu'il nous reste à faire. Parce qu'un État, vous savez aujourd'hui, les grandes nations, c'est des projections, ce sont des visions. C'est des visions parfois des siècles en avant. Donc aujourd'hui, nous ne devrons plus rester dans cette dynamique de voir d'ici une année comment est-ce que... Non. Je pense que les pères fondateurs de l'indépendance, lorsqu'ils ont posé des actes, ce n'est pas pour eux-mêmes. C'est pour des générations et des générations. Et aujourd'hui encore, on continue à parler d'eux. Vrai ou faux? Donc c'est ça aujourd'hui qui doit rester. Il y a Bob Marley qui disait, ne vis pas pour que ta présence soit remarquée, mais pour que ton absence soit ressentie. C'est très important. Et cette absence, c'est quoi? C'est pas par rapport à des déclarations, c'est pas par rapport... Non, c'est par rapport à des actes. Des actes qu'on pose. Concrets que tu auras posés pour les générations futures. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un système de legs. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que... Il y avait eu des gens, voilà, il y a eu des anciens. Et si les générations futures également vont venir, c'est parce que également nous aurons poussé, et nous aurons créé ces conditions. En fait, nous ne sommes que des gens qui font que se succéder sur cette terre. Et pendant notre petit temps que nous passons ici, il faudrait poser des actes pour que les générations futures puissent en profiter. Très bien. Voilà. Un État, c'est une construction à long terme, c'est une vision à long terme. C'est des projections à long terme. Très bien, merci. Alors, une projection, une vision à long terme, souveraineté retrouvée du Mali, est-ce que cette souveraineté est vraiment retrouvée, comme l'a décrit? Est-ce que vous pensez que cette souveraineté était perdue et que, contre les sanctions de la CEDEAO, avec cette manifestation le 14 janvier 2022, cette souveraineté est vraiment retrouvée? Avec quel élément pouvons-nous justifier que la souveraineté est vraiment retrouvée? Bon, j'ai joint un peu la définition donnée par, ou bien l'explication donnée par l'aîné sur ce que peut être la souveraineté. Et moi, je mets cette célébration-là sur la longue liste des actes populistes qu'il y a eu depuis l'arrivée des autorités actuelles, au fait. Et pour positiver un tel acte, il faut que cet acte serve à comme l'aîné l'a aussi dit encore, à se poser les bonnes questions, à regarder derrière ce qui a été fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est à améliorer. Donc, personnellement, ça ne devait même pas avoir lieu, au fait. Selon moi, ça ne devait pas avoir lieu, au fait. Qu'est-ce qui ne devrait pas avoir lieu? Cette célébration, en fait, pour moi, c'est inopportune. Et moi, je dis, je le mets au compte de ces actes populistes-là qui ne font que détourner en réalité l'opinion nationale des vrais enjeux, des vrais défis. C'est tout. Quels sont les vrais défis? Aujourd'hui, les vrais défis, c'est quoi? C'est la sécurité. Aujourd'hui, il y a des milliers de populations maliennes qui se sont déplacées, sont parties ailleurs où elles n'ont aujourd'hui pas l'assistance, que ce soit de l'État, les partenaires qui interviennent, les ONG souvent, non pas bon, pas toutes les ONG, ce ne sont pas toutes les ONG qui sont suspendues, celles qui interviennent n'ont pas suffisamment de moyens pour toucher tous ces déplacés-là. Ouais. Hein? Il y a aujourd'hui, la vie est devenue chère, que ce soit même à Bamako aujourd'hui, les gens en parlent, vous voyez. Hein? La cherté de la vie aujourd'hui. Et sortir aussi les autorités ont pris des engagements vis-à-vis du peuple malien et vis-à-vis de la communauté internationale et qu'elles doivent tenir. Il y va aussi de la crédibilité de notre État. Donc ce sont ces défis-là, pour moi, qui paraissent plus importants que de venir faire du folklore
qui font. Ouais. Vous pensez que c'est du folklore puisque Bon, c'est seulement une journée exactement. pour commémorer que vraiment nous avons retrouvé les acquis, en tout cas des acquis, la souveraineté retrouvée. Voici ce que en tout cas les invités pensent de cela. Nous allons changer de sujet, il s'agit bien du chronogramme. On en parle également dans cette émission. Le chronogramme, nous aurons bientôt le référendum déjà en juin. On a les élections générales et le février 2024, il y aura les élections présidentielles. Est-ce que, vu la lenteur des choses, est-ce que le chronogramme pourrait être respecté? Bon, il faut toujours faire confiance au génie des Maliens. Il faut toujours faire confiance. Ils sont capables de faire parfois l'impensable pour se remettre sur le droit chemin. Okay. Donc il faut toujours faire confiance en cela. C'est vrai, nous avons acquis du retard. C'est vrai, les défis paraissent tellement insurmontables qu'on se dit finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas brûler les étapes et aller directement à une présidentielle et ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense d'abord qu'il faut que les gens se parlent. Parce que vous savez, un État, c'est aussi une forme de compromis. Hein? C'est une forme de compromis. Et le compromis, comment on l'a? C'est en dialoguant. Vous pensez que les gens ne dialoguent pas suffisamment? Je pense que d'une certaine manière, le dialogue n'est pas instauré comme il se doit. Qui devait inciter? Qui devait prendre l'initiative? Mais ça doit venir d'en haut. C'est comme dans un foyer, c'est le père de famille qui donne un peu les lignes directives. Oui. C'est pas, par exemple, nous on ne peut faire qu'inciter, encourager, demander à ce que ça soit fait. Mais nous n'avons pas le pouvoir de décision. Voilà. Mais celui qui a aujourd'hui, celui qui dirige, devrait aujourd'hui sonner la fin de la récréation, appeler tout le monde. Certainement, il y a eu d'autres sessions de dialogue et tout ça, mais je pense que, vous savez, souvent, c'est pas facile d'être un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, il faut être au-dessus de la mêlée. Ce que les Anglais disent gentleman, c'est ça vraiment un homme d'État. C'est-à-dire, tu regardes tout de haut, tu discutes avec tout le monde, tu rassembles tout le monde, tu fais en sorte que tout le monde aille d'une certaine manière vers la même Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour perdre le temps et le temps de rester encore? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, tout dépend de... C'est-à-dire, il ne faut pas émettre des jugements parfois à l'avance. Okay. Des jugements de valeur. Il ne faut pas les émettre. Il faut toujours croire à la bonne foi, aux bonnes intentions. Jusqu'à la dernière minute où on est surpris. Jusque l'arbitre siffle la fin du match. C'est comme ça, c'est la vie. Parfois, on est malade. On se dit que demain, après-demain, nous allons quitter ce bas monde. Et on se retrouve très souvent guéri. Et ce n'est pas le temps, parce que l'heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tant que le sifflet final n'est pas arrivé, il faut croire que les choses rentreront dans l'ordre comme souhaité. Très bien. Monsieur Collet, est-ce qu'avec le retard qui est déjà pris, le référendum qui doit être organisé très, très, très prochainement, les élections générales en mi-juin, nous sommes sur la dernière ligne droite pour siffler la fin de la transition et rentrer dans un ordre constitutionnel établi. Alors, est-ce que le chronogramme sera respecté selon vous? Quand vous voyez, quand vous analysez les données, est-ce que le chronogramme pourra être respecté? Là, moi, je me fie aux autorités, en fait. Parce que l'aîné l'a dit, tant que la fin du match, l'arbitre ne siffle pas la fin du match, il ne faut pas essayer de donner d'autres jugements. Et selon eux, et on se fie à ce qui a l'air de déclaration et tout vont bon train. Et ils en sont capables de respecter et réellement ce timing-là qu'eux-mêmes ils ont établi en consultation avec la CEDEAO et même ils ont proposé cela. Donc moi je pense que tout va bon train et
Le président même qui l'a dit, lors d'une déclaration, il dit que tout va bien. Ils sont en train de ménager les efforts. Et aussi, même sur le plan sécuritaire, ils ont essayé ils vont mettre en place une autre opération, qu'elle est croix, pour essayer de mettre en place la bonne organisation de ces référendums-là, qui sont en prélude aux élections présidentielles et tout. Voilà. Donc, moi, je pense que les choses là vont venir petit à petit. C'est une occasion, en fait, pour moi de préciser que nos autorités, ils n'ont pas de baguette magique, en fait. Ils ne peuvent pas essayer de tout changer en un clin d'œil. Là, et on tape directement. Non, il y a les difficultés, les réalités du terrain également qui sont là. Comme on le dit en journalisme, c'est le terrain qui commande. Donc, il y a tous ces aspects-là. Donc, ça ne peut pas venir en un clic du tic au tac. Même sur le plan sécuritaire, ils sont là, ils sont en train de sécuriser petit à petit. Il y a des déplacés qui sont pas encore là, mais ils sont en train de voir comment est-ce que ces déplacés vont regagner leur territoire. Il y a tout cela et qui m'amène aussi à une question précédente que vous avez posée concernant cette journée de souveraineté. Je rejoins un peu l'aîné, mais je voulais juste préciser que non, cette journée, il ne faut pas le voir sur un autre angle, en fait, que c'est symbolique. Il a dit c'est historique. Ce sont des actes qu'on peut poser là aujourd'hui, mais qui peuvent être bénéfiques demain. Les gens vont se souvenir de cette journée-là. Ils vont dire, ah, cette journée-là, ah, qu'est-ce qui a été réalisé? Ça a été fait comment? Ça a été fait comment? Et il y a eu des sanctions qui ont été prises. Ça a été fait ceci, ça a été fait cela. Donc, c'est toute une histoire qui sera là, en fait, pour soutenir. Et si on regarde les grandes nations ne se sont pas construites là comme ça. Là, c'est toute une histoire. Ils ont posé des actes, en fait, qui au début peut-être étaient critiqués, mais au fil du temps, ça a été vu et ça a été bénéfique pour l'histoire même du pays. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Chronogramme, est-ce que ça sera, selon vous, est-ce que ça peut être respecté? Je reste dubitatif, au fait. Et sur ce que disait mon frère, au fait, c'est-à-dire, ils ont fait croire aux Maliens ils sont arrivés avec une baguette magique. C'est pourquoi les populations sont exigeantes envers elles, en fait. Quand les Cette population n'est pas encore exigeante. Non, en fait, les gens sont attentifs, ils observent, mais on ne va pas continuer tout le temps à accepter ce qui s'est dit sans les actes, en fait. Aujourd'hui, le chronogramme a déjà donné par rapport aux élections de façon générale, que ce soit le référendum et le présidentiel. Déjà, nous sommes en retard dans l'installation des antennes locales de l'EJ qui doivent aller préparer les élections, qui doivent superviser, donc, déjà, nous sommes en retard dans leur installation. Voyez. Et là, même le discours tenu par les autorités n'encourage pas les acteurs qui sont réservés à venir pour participer à un référendum. Il y a déjà des gens qui ont déjà abandonné le bateau avant même d'arriver comment on appelle, donc là. Donc c'est un peu, au fait, moi je dis qu'ils ont mis la charrue avant le bœuf. Il faut aller vers les élections et donner la possibilité au régime qui va sortir de ces élections-là d'organiser un référendum s'il y a lieu. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vous redonne la parole par rapport à ces organisations qui ont signé un manifeste hier contre la gendarmerie nationale à Gao. C'est de quoi il s'agit? En fait, c'est depuis un certain temps, depuis très longtemps, en fait, les populations sont exacerbées par certains agissements de certains agents de la gendarmerie à Gao. Les gens décrivent souvent les traitements inhumains dont ils sont victimes quand ils sont arrêtés, souvent pour rien du tout, en fait. Il faut intervenir tout le temps, en fait. Et là, souvent, comment on appelle, c'est devenu à un niveau où les gens n'arrivent plus à supporter. Mais qu'est-ce que vous voulez? En fait, ce que nous voulons, c'est d'abord
des agents qui sont identifiés, dont les noms ont été cités dans le manifeste, que ces agents-là soient mutés ailleurs qu'à Gao, à d'autres missions, et que des voies et moyens soient envisagés par les autorités pour que ces agissements-là ne soient plus possibles à Gao. Les populations n'en peuvent plus. Et le contexte aujourd'hui, le contexte sécuritaire de la région de Gao aujourd'hui impose et aux forces de sécurité et aux populations de travailler en symbiose pour faire face à l'ennemi. Mais si les agissements de ces forces-là n'encouragent pas les populations à venir vers elles, à faire confiance en elles, ce sera possible de collaborer. Et ce sera impossible aussi de faire face à l'ennemi. D'accord. Merci à Monsieur Alassane Koné. Je rappelle que vous êtes enseignant et journaliste. Votre mot de la fin? Encore souhaiter bonne fête à l'armée et je remercie les invités pour la qualité du débat, les téléspectateurs, vous aussi et toute l'équipe de Alafia. Très bien, merci beaucoup Monsieur Massiré. Je rappelle que vous êtes également un journaliste. Votre mot de la fin? Bon, c'est de remercier tout le monde, hein, et puis aussi de féliciter l'armée et aussi de dire attention qu'il faut quand même avoir des oreilles plus attentives à certaines doléances des populations, parce que la population ne peut jamais être l'ennemi de son armée, c'est impossible. C'est à cause de cette population vraiment que l'armée a été créée. Donc les forces de l'ordre, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les forces les forces armées, en fait, et la population, la confiance devrait être vraiment comme une question de formalité. Surtout dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas ne pas travailler ensemble. Très bien, merci. Alors, mesdames et messieurs, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éventualités. D'ici là, prenez soin de vous. Retenez que c'est Dieu qui demeure fort.